Tu vois, par exemple, toi, dans ton expérience de gérant, de vendeur, est-ce que tu as eu des affinités particulières avec certains concurrents que tu appréciais, même si, en fait, tu perdais de l'argent avec leur boutique en face? Il y a des gens vraiment, tu as sympathisé, tu vois? Ouais, la personne qui était en face là, chez celui qui avait repris Stop Games, Ouais, ça en face au tout début de la rue des, enfin tout début, oui, au tout début de la rue des Écoles. ouais, Cette personne-là, je mets bien quoi. C'était Mehdi. d'accord. Mehdi, il est parti d'ailleurs après au Japon. Il est parti vivre là-bas au Japon. Et c'est une personne que j'appréciais beaucoup. Ouais, Et le vendeur, son vendeur Hassan, ouais, après, bah, je l'ai récupéré pour le magasin Anthony. d'accord. Et je crois qu'il y avait un Doc Games juste avant votre boutique, une enseigne jaune, c'était Doc Games, je crois. À un moment donné, ils se sont mis carrément à vendre des DVD plus que des jeux vidéo. Ça te rappelle quelque chose? Dans, Non, ça me dit rien. alors, moi, je te parle autour de 97. Alors, c'est vrai que peut-être que c'est plus tard. Je sais pas par rapport à toi, dans tes souvenirs. Alors, Dog Games, peut-être, ouais, peut-être il y avait un Dog Games, ouais, parce que Ouais, ça a pas mal changé. C'était ouais. Stop Games le premier. Ensuite, peut-être ça a été un Dog Games, et ensuite, Hmm. tout de suite après, ça a été le magasin de Mehdi. Moi, je me D'accord. souviens plus du magasin de Mehdi qui a duré plus dans la durée, et Ouais, du premier magasin ouais, Stop Games ouais, de Maurice. ouais, Maurice Selam, qui a duré aussi ouais, un peu plus que les autres, quoi. ouais, Enfin, que l'autre, quoi. Peut-être un Dog Games s'est ouvert, peut-être à ce moment-là. Mais là, ouais. j'ai peut-être la mémoire. Et est-ce que la Fnac est arrivée à côté de chez vous à un moment donné, là, à Saint-Michel? Bah, Saint-Michel, oui, Ouais, le boulevard Saint-Michel. ouais, elle était énorme cette Fnac. Ça vous a fait Ouais, concurrence, ah ça? ouais. Elle était sur plusieurs Ouais, étages, ouais. ouais, ouais. Non, ça nous a pas fait vraiment beaucoup de concurrence. Un petit peu, mais c'était pas le gros concurrent. D'accord. Elle était pas très loin de chez Album. Ouais, d'accord, d'accord. Et Gilbert Joseph, au niveau de l'occasion, ils en ont fait de l'occasion jeux vidéo en même temps que vous ou Que je pas? sache, non. Non? Non, non, ils sont restés que à la musique. Que les livres, la musique, les médias, ouais, La ouais. livre, la musique, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et comment dire, est-ce que par exemple Famitsu à côté, vous aviez habitude de prendre rendez-vous avec les fournisseurs au même moment ou vous faisiez ça en catimini, chacun de votre côté pour avoir les jeux en avance par rapport aux collègues? Tu vois, t'avais ton Bah, fournisseur à disons que toi? c'est simple, ça a toujours été la loi du marché. Plus t'es gros, Ouais, plus tu as des avantages. d'accord. Donc, c'est-à-dire que plus tu commandes Ouais. des jeux, plus tu as des avantages. Et en ouvrant Mm. la centrale de distribution, après avoir justement, Ouais, entre guillemets, perdu le procès avec Nintendo, ouais, on était arrivé à un accord à 30% de rabais ouais, sur tous les jeux neufs et consoles. ouais, Et ouais, donc, là-dessus, on a ouvert la centrale de distribution. À partir de ce moment-là, on avait notre propre centrale de distribution mm, et on commandait directement chez l'éditeur. ouais, Et aussi chez Big Ben. Big Ben nous ouais, faisait aussi des super tarifs, ouais. ouais, ouais. Et il faut dire que j'ai souvenir qu'il y avait des fournisseurs et distributeurs qui arrivaient sur République, en effet, livraient les jeux parfois une semaine, 2 semaines avant la sortie du jeu officiel en supermarché. Et Ouais. ils venaient à 17h30, 18h, un vendredi soir, avant le week-end, des choses comme ça. Oui, mais après, ça s'est arrêté, ça. C'était Ouais. à un moment donné où il y avait Philippe, comment il s'appelait? Il y avait un Yann aussi. Ah, merde. Il y avait Yann peut-être aussi. Mm. En tout cas, il y avait un Philippe qui faisait ça et il nous le donnait. Alors après, il nous a fait confiance parce qu'il a vu qu'on respectait Ouais, le truc. ouais, Il nous donnait deux jours avant, grosso modo, avant la d'accord, sortie, d'accord, histoire de planifier bien toutes les ventes pour pouvoir nous-mêmes les distribuer après à nos d'accord. franchisés. Et c'est Et faux. donc, Vas-y, vas-y, excuse-moi, vas-y. voilà, donc on les avait 2 jours avant nous. Mais par contre, on ne les vendait pas aux clients 2 jours avant. D'accord,
D'accord. Bah, on essayait de garder jusqu'au moment de la sortie. Et là, on mettait le jour de la sortie. On avait peut-être deux fois la bêtise de le vendre deux jours avant ou un jour avant. Ouais. Mais généralement, on faisait attention. On faisait attention à ça, de pas, on va dire, se mettre en défaut. Ni par rapport aux grossistes, ni par rapport on va dire, à l'éditeur, quoi. Ouais, parce que, alors, c'est vrai que j'ai souvenir qu'il y avait des fournisseurs qui favorisaient certaines boutiques sur République, le boulevard Voltaire, par rapport à d'autres. Mais aussi que ce qui s'est passé, par exemple, avec Konami à la sortie de PES 2008, t'as connu cette histoire-là déjà, où Konami a envoyé des huissiers pour constater S'il était sorti avant ou pas. voilà. Parce que PES 6... Alors ça a déjà existé avant 2008. Hein. Ouais, moi, j'ai arrêté en 2003 les jeux vidéo. Ouais. Et j'ai fait de 1993 à 2003, ça a 10 ans. Ouais. Et ce truc-là a déjà existé avant, pour savoir si les consoles ou si le jeu était sorti, si on les avait vendus avant. On était vachement dans la ligne de mire de les éditeurs, tu sais, des éditeurs. À partir du moment où Sony, qui avait le réseau, on va dire, de vente des Carrefour et tout ça, s'était mis à fond à vendre à toutes ces grandes surfaces. À partir de ce moment-là, on a vu la donne changer. D'accord. Voilà, on n'était plus les prioritaires, on était les secondaires, et encore secondaires qui génèrent. Tu vois. Donc on s'est vu, on s'est vu vraiment. Ils nous ont énormément molestés sans arrêter, quoi. On est à base de procès, à base de contrôle, à base de tout ça, quoi. Mais le principal problème pour eux, c'était qu'ils avaient passé un accord avec certains supermarchés, grandes surfaces comme Carrefour, et que vous faisiez les ventes avant. C'était surtout ça le problème ou Non, rien à voir. Rien à voir. Non. Dis-moi. Non, rien à voir. Ça, le gros problème, c'est que eux, ils voulaient privilégier à fond les grandes surfaces. D'accord. Et donc, au lieu de vendre aux grandes surfaces et aussi à nous dans la même proportion, ils ont privilégié les grandes surfaces parce que les grandes surfaces ne faisaient pas d'occasion. D'accord. Voilà, tous ces trucs-là. Donc, ils avaient pas créé un second marché. D'accord. Alors, nous, avec le système d'échange, on a créé un second marché qui leur a fait beaucoup de tort. Ouais. Et donc, les autres ne faisaient pas un second marché, ils vendaient directement leurs produits et basta. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont privilégié à fond, et surtout la grosse quantité. Nous, on commandait peut-être dans toute l'enseigne Stock Games, on commandait peut-être 3000 jeux. Eux, c'était à base dans toute l'enseigne Carrefour, t'imagines, ou Leclerc ou autre. Ouais, c'était un truc de bestial, quoi. On était des rigolos, nous. Tu vois, mais je veux dire, mais au lieu de se dire, voilà, on va privilégier les deux, on va faire les deux au même niveau, non. C'était tout pour un et les miettes pour l'autre. C'était ça le problème. C'était ça ce que j'ai critiqué aux éditeurs. Tu sais, enfin, à Super Nintendo et tout, enfin, à Nintendo et à Sega. C'était ça que j'ai critiqué. Ouais. Mais je vois très bien parce que je me souviens d'un débat qui avait eu lieu sur une autre chaîne il y a quelques années. On était je crois que c'était en 2014 ou 2015. Il y avait Laurent qui est aujourd'hui avec Manga Story. Il y avait également Thomas et Mathias, tu sais, de Games & Mall. Il y avait un troisième qui était un vendeur un gérant vendeur, parce qu'il n'avait pas d'employé, il était tout seul. Ils étaient arrivés tous à un moment à aller faire les courses, comme tu dis, chez Carrefour, les consoles, les jeux, les accessoires, parce que les fournisseurs demandaient peut-être trop d'argent par rapport au Day One de chez Carrefour. Le Day One Carrefour coûtait moins cher que le fournisseur tu vois le délire? Ouais. C'est clair. Mais c'est ça, hein. Ouais. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'ils ont tout basé sur les grandes surfaces. Et ils ont délaissé les magasins spécialisés. Ouais. Et ça, je pense que ça a fait énormément de tort à plein de boutiques dans toute la France. Hein. Et c'est le même système à l'étranger, tu penses, en Espagne, tout ça Pareil. Ça a été dans toute l'Europe, ça. Toute l'Europe. C'est vraiment un truc européen, quoi. C'était dans toute l'Europe. Au Japon, non. Au Japon, ils ont privilégié à fond les magasins, ce qui a fait que d'énormes magasins qu'on peut voir à Ueno, tout ça, là, à Tokyo,
Et donc ça fait d'énormes magasins, alors que en France, ces énormes magasins, Ouais. s'ils avaient vraiment privilégié à fond les éditeurs, enfin les petits magasins, Ouais. et ben au lieu d'avoir un Score Games Saint-Lazare sur plusieurs étages, Ouais. il y aurait eu, au lieu d'un Score Games, il y aurait eu des Stock Games, des Score Games, des Maxi Games, Ouais. plein de magasins qui auraient pu faire justement tout ça, quoi. Ah, si, il y a aussi autre chose, une autre critique aussi que je dois dire Ouais. à l'État. Ouais. L'État, il pompait beaucoup. Ah, au Et niveau... ah ouais, c'était dur. C'était dur. Parce que, à un moment donné, au lieu de faire sur la différence de marge sur l'achat et revente, on a payé plusieurs fois la TVA sur le même jeu. C'est-à-dire que tu as un jeu Ouais. que tu vendais où tu payais la TVA. Ouais. Lorsque tu récupérais le jeu en occasion, tu repayais la TVA. Et tu repayais à chaque fois que tu as. Ouais. Si le jeu tu l'avais 6 fois, il y avait plus de prix Ouais. sur la TVA que sur le prix du jeu. Ouais. Et ça, l'État, voilà, c'était ça, quoi. Ouais. On leur a dit, ils voulaient rien savoir. Et ils faisaient ça sur tous les médias, la musique, le cinéma? Surtout. D'accord. Parce que, en effet, moi j'ai lu un article, tu vois, sur la fin de Score Games, où justement ils ne comptaient pas la TVA dans leur trésorerie au niveau du rachat de l'occasion aux clients, et ils revendaient en payant la TVA, si tu veux, à l'État normalement. Mais dans le rachat du jeu, ils rachetaient leur jeu au plus fort, Score Games, et c'est ça en partie qui a causé la perte de Score Games. Est-ce que t'es d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. Ouais. Parce que Micromania, justement, ils ont pas fait ça. Ils ont pris les jeux à 5 euros aux gens, au lieu de leur donner 25. Et finalement, bah, ils sont en vie, c'est un grand mot, parce que GameStop est derrière. Et Micromania, ils auraient dû disparaître à un moment donné aussi, dans la logique. Bah, Micromania, ils avaient on va dire, énormément de contacts avec les éditeurs et tout ça. Ouais. Ce qui a fait que eux, ils avaient des contrats béton déjà bloqués avant les grandes surfaces. Ouais. Nous, on est venu après Micromania. Faut savoir que Micromania, c'est vraiment le gros leader du jeu vidéo à toute époque. Europe aussi ou Non, enfin, je parle France. Ouais, je parle France. Et donc, c'est clair que Micromania, ça a été un truc bestial. Ouais. Et donc, ils avaient déjà bien goupillé tout leur contrat avec les éditeurs, ce qui fait que ils étaient un petit peu favorisés par rapport à nous. Mais ils ont souffert aussi des grandes surfaces. Mais ils étaient au moins un peu plus favorisés. C'est comme Games. Ouais. Games avait aussi bloqué tous ses contrats avec les éditeurs en Angleterre, et c'est pour ça qu'ils ont pu continuer à se développer. Mais ceux qui n'avaient pas ça, c'est-à-dire tout le reste, à part Games et Score Games et Micromania, tout le reste, on n'avait pas ça. On n'avait pas bloqué le truc. Donc, on s'est retrouvé vraiment oubliés d'eux, quoi. Mais oubliés, hein. Donc Nintendo et Sega nous ont oubliés. Et ils nous ont attaqués. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait tout pour nous détruire, ouais. Ça veut dire concrètement que s'il n'y avait pas le marché d'occasion, vous auriez coulé plus rapidement, en fait. C'est un peu ça, non? Et s'il n'y avait pas le marché d'occasion, on aurait coulé direct. Ça, on n'aurait même pas pu exister. Parce qu'avec les marges qu'il y a sur le neuf, c'est impossible d'exister si tu n'as pas des contrats béton comme Micromania avait. C'est impossible. C'est pas possible. Tu vois le loyer à 2 000 euros ou 3 000 euros. Maintenant, il doit peut-être être à 4 000 euros maintenant. Tu vois des loyers de malades. Le personnel te coûte le double de ce que tu leur payes. Tu vois, donc c'est pas possible. C'est pas possible de tenir tout ça si t'as pas de l'occasion. Si t'as pas au moins des jeux où tu gagnes 20, 30 euros et dans tous les jeux que tu vends, tu gagnes à peine 7, 8, 9 euros, c'est pas possible. T'arrives pas à tenir la marge. T'arrives pas à tenir le magasin. C'est ça. C'est pour nous en fait, c'est pas que ça a été un mystère à un moment donné d'imaginer comment des boutiques sur Paris, dont le boulevard Voltaire, ont pu tenir pendant 15 ans après la chute de la hype qu'il y a eu, et justement et tu vois, il y a une histoire, c'est les consoles. Les consoles de jeux Sony, avec la PS3, la PS4, quand le client passe à la caisse avec sa carte de crédit, il y a un pourcentage qui est pris par la banque au niveau de la carte de crédit, du paiement par carte, et la marge que tu peux te faire en revendant cette console neuve de chez Sony, elle disparaît. Elle disparaît. Avec les 2 euros qui partent. Non, mais il n'y a même pas que ça. Imagine, tu vends une console que tu as achetée chez Carrefour. Ouais. Ok.
et tu la vends dans le magasin. Ouais. Tu la vends au même prix déjà. Ouais. Et imagine après, cette console-là, elle revient. La Play 2. Ouais. Ouais. Elle revient. Il dit, elle marche pas. Ouais. Alors toi, t'as pas le garantie. ticket de caisse Ouais, exactement. Ouais. Mm. Donc en fin de compte, c'est toi qui dois faire la démarche Ouais. pour l'envoyer chez Sony Ouais. pour le client. Et donc c'est que de la perte Ouais. 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 à 100%. C'est Et dramatique. Ouais. en fin de compte, tu gagnais que avec les accessoires et les jeux que tu vendais avec la console. Ouais. Là où on avait les boules graves, c'est quand quelqu'un venait, il achetait que la console, il se barrait. Mm. Alors après, bien sûr, il faut rentrer dans l'illégalité après. Il faut leur dire non, on ne vend pas que la console seule. Mm. On vend la console avec un accessoire et un jeu. Ouais. Ouais. Tu vois. Ouais. Ouais. Parce qu'on voulait limiter ce truc-là, quoi. Mm. Et donc, tu rentres déjà dans l'illégalité en demandant ça au client. Mm. Et en plus, tu rentres dans le thème que voilà, t'es un arnaqueur, quoi. Mm. Tu vois, parce que tu obliges à acheter d'autres choses. Ouais. Si le client veut acheter que la console, il est obligé d'acheter d'autres choses. Ouais. Et donc, ces trucs-là, on était obligé de le faire, on est obligé de dire à la personne, au moins achète un jeu avec la console. Parce que réellement, nous, on gagnait rien. Mais va expliquer, tu peux pas dire au client, ces consoles-là, on les a achetées à la Fnac. Ça fait loser. Ouais. 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 Tu vois, ou ces consoles-là, on les a achetées à Carrefour, ça fait loser. Donc, tu es obligé de rien dire et de continuer à vendre des consoles de chez Carrefour et de chez les autres. Regarde, moi, à un moment donné, je vais te dire une anecdote vraiment très forte. On avait 52 franchisés à un moment donné, Stock Games. Au total, on était 52. Ouais. Ils nous ont donné 75 consoles. Mm. C'est-à-dire, tu mets une console en expo, ok, et il te reste 23 consoles. Il te reste 23 consoles pour vendre. Pour 52 magasins. Comment tu fais? Ouais. Tu leur dis oui, voilà, elle est bien la console là, hein, qui tourne, elle est bien, bah tu peux l'acheter à la Fnac. Tu vois? Ou tu peux l'acheter à Carrefour, tu peux l'acheter à Leclerc, tu peux l'acheter. Ouais. Voilà, donc ça tient pas la route. Mm. Non, c'est pas gérable. Et sincèrement, en fait, le fait qu'aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup de collectionneurs de jeux rétro en plus qui ne repassent plus par les boutiques pour revendre leurs jeux, qui repassent par l'occasion de Vinted et des réseaux sociaux. Il y avait Vincent de Dragon Games qui me disait, mais c'est dramatique parce que nous, on est obligé d'aller en brocante, de passer sur Vinted, racheter des jeux, alors qu'avant, les clients venaient chez nous revendre les jeux, on se déplaçait pas. Et pour nous, c'est un problème parce qu'on peut pas avoir justement des prix C'est pour ça favorables. que ça, c'était la seconde étape. La seconde étape, c'est que on nous a déjà détruit au niveau des jeux neufs et des consoles neuves en vendant Carrefour et tout ça. Ouais. Et après, la seconde étape, c'était on s'est mis à faire de l'occasion. Il n'y avait pas Vinted, il n'y avait pas ici en Espagne, c'est Wallapop. Ouais. Il n'y avait pas tous ces trucs-là ou le Bon Coin, il n'y avait pas tout ça. Ouais. Donc, les gens venaient chez nous, on rachetait les jeux, on les revendait. Bien sûr, il fallait avoir suffisamment de marge, entre guillemets, pour pouvoir payer le loyer et pour pouvoir tout payer. Donc, c'était là où c'était très difficile de gérer. Parce qu'il fallait avoir une marge, mais pas trop non plus, parce que sinon, entre guillemets, tu niquais le client, quoi. Donc, pour pas niquer le client et pour que le client soit content et pour que tout le monde soit content, il fallait faire énormément de masse au niveau du jeu. Ouais. C'est là où, justement, à l'époque, j'avais mis le système d'échange. Ouais. Mais bon, après, le système d'échange était vachement favorable et tout le monde était super content. Ouais. 50 francs, après, ça a été 7 euros. Donc, tout le monde était content, tout le monde gagnait. Moi, je gagnais parce que ça bougeait mes vitrines et c'était nickel et tout le monde était content là-dessus. Et maintenant, le jeu en occasion, j'essayais de le racheter à un bon prix quand je voyais qu'il allait partir direct, à un moins bon prix quand je voyais que c'était des jeux que j'avais déjà et que ça allait stocker, quoi. Donc, on jouait là-dessus, quoi. Et ça marchait bien. Et c'était un bon système parce que là, c'est pas comme tu vas sur Vinted où tu es obligé ou chez Le Bon Coin, tu es obligé de taper jeu par jeu pour voir, il y a très peu de lots qui sont vendus. Donc c'est difficile. Alors que là, quand tu es dans une boutique et tu regardes comme ça en vue d'œil, tu vois plein de jeux. Et donc c'est différent. Ouais. C'est pas le même achat. Et là où il y a plein de jeux, tu as toujours moyen de négocier directement avec le vendeur. Ouais. Quand tu peux négocier, parce qu'il y a certaines boutiques où c'est très dur de négocier, je ne citerai pas lesquelles, mais quand tu peux négocier et tu peux avoir un très bon contact avec la personne et tout ça, et tu peux leur dire, ouais, écoute, si un jour tu as ce jeu-là qui arrive, garde-le moi et appelle-moi et je te le prends direct, tu vois. Tu peux faire des trucs comme ça, quoi, des trucs sympas. Et ce contact de client à vendeur, ça s'est perdu un peu.
Ça s'est perdu. Et tu vois, même, moi j'ai une anecdote où je pense on était en 99, quelque chose comme ça, ou peut-être 2001, tu vois. J'avais un pote qui était extrêmement fan en fait de plusieurs produits en import, DVD, les objets collector, etc. Et il allait souvent chez Obi-Wan avec Jérémy, tu vois. Jérémy, il avait coutume en fait de vendre par exemple les derniers trucs en vitrine, en stand, aux meilleurs enchérisseurs dans la boutique. Et mon pote, qui allait chez Obi-Wan depuis 5 ou 6 ans, hein, il est super content. Du jour au lendemain, il y est plus allé. Bah, tu sais pourquoi? C'est qu'un jour, il réserve l'édition collector DVD avec la petite tête de Terminator, la DVD Zone 2, import belge, tu sais, la petite tête où tu avais le Terminator, etc. Il arrive au magasin, c'était quand même 200 balles, hein, je crois, 200 € à l'époque le truc, tu vois. Il arrive au magasin, écoute, Obi-Wan lui dit, il en reste plus qu'un, je suis désolé, donc ça sera au meilleur enchérisseur qui le veut, il y en a 2 ou 3 déjà qui y sont. Alors qu'il avait téléphoné pour le réserver, il l'a pas pris, il a dit, écoute, tu me respectes pas, etc. Voilà, moi je le veux pas, tu m'as dit c'était 200 au téléphone, je suis venu de la banlieue, de plus loin que Créteil pour venir le chercher, j'arrive au magasin, tu me dis, maintenant il va coûter plus de 200 €. Non, en fait, c'est fini. Et C'est pas bon. Ouais. il est plus jamais retourné. Et ça, c'était un des exemples de la façon de profiter de certains gérants à République de la pigeonnerie, en fait, des fans de l'import. À République, t'avais beaucoup ça, à République. Ouais. Mais tu vois, à Jussieu, dans mon magasin, en tout cas, c'était pas ça du tout. Ouais. D'ailleurs, tous les clients je dis à moi parce que je les aime, qui sont en train d'écouter la vidéo là, quand ils en écouteront à ce moment-là, je peux t'assurer qu'ils sauront de quoi je parle. Ouais. Jussieu, 15 rue des Écoles et 13 rue des Écoles Jussieu, c'était totalement différent. Ah ouais. C'était totalement différent de République, totalement différent des autres magasins où tu as pu aller avant. On avait un contact humain avec les gens. On avait un contact humain. Ouais. Voilà. Mais moi, je confirme, hein, le quelques fois où j'y suis allé, mais franchement, pendant plus d'1 an et demi, quand j'étais sur Sancier, tu vois, à la fac, mon point de chute c'était Jussieu parce que c'était à 2 stations de métro, alors que si j'allais de l'autre côté, ça me faisait perdre beaucoup de temps pour retourner en cours, tout ça. Donc en effet, moi j'ai beaucoup discuté avec les gens pendant mes pauses repas, avant de repartir, et des fois je traînais jusqu'à 19h avant de reprendre le dernier RER pour repartir en banlieue. Et en effet, il y avait plus de discussions, pas parce qu'il y avait moins de monde ou quoi, hein, c'est pas ça, c'est que on parlait vraiment du plaisir du gameplay, du jeu, etc. Alors que quand t'allais là-bas, c'était bonjour, je peux vous renseigner, machin. Il n'y avait pas ce côté, Exact. tu vois. Et je sais qu'après, il y a des gens, tu vois, à partir de 2002, quand par exemple Trader a commencé à ouvrir et d'autres boutiques sont peut-être arrivées, c'était un peu plus différent. Et Olivier, par exemple, il a toujours des clients qu'il avait en 2002, tu vois. Et il est toujours là sur le quartier. Donc c'est vraiment, il a réussi, je pense, à faire ce que toi tu avais fait déjà à l'époque, fidéliser le client grâce à des offres, des ristournes et tout ça. Tout le temps, hein. Olivier, je l'ai souvent vu, en fait, faire des promotions. Alors peut-être ton histoire avec, tu sais, voilà. Mais il a toujours fait ses petits 10, 15, 20% pour des gens qui venaient tout le temps. Voilà. 10, 15, 20. Mais bon, moi, je demandais un peu plus, quoi. Ouais, mais tu voulais acheter plus de jeux aussi, c'est ça. Oui, ouais. Et bon, donc, je sais pas. Mais c'est vrai qu'ils ont tous des difficultés là-bas. Ça se trouve, tu vois, c'était une période peut-être. Et c'était après le Covid, peut-être, ou je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ça a été il y a pas longtemps, là. C'était il y a quelques mois, là. Il y a quelques mois, ouais. Mais moi, Ouais. tu vois, ce qui m'a choqué sur République, c'est les vendeurs, les échanges de vendeurs entre les boutiques, où tu sens que dès qu'en fait il y avait des histoires dans une boutique avec des choses qui plaisaient pas aux vendeurs, ils allaient ailleurs. Et après, les vendeurs des fois revenaient, tout ça, machin. Et j'ai pas ressenti en fait des vendeurs hyper heureux. Il y avait un autre Sylvain, alors c'est pas le Sylvain que toi tu connais, il y avait un autre Sylvain qui a fait Trader, qui a fait d'autres boutiques. Et ce Sylvain-là, du jour au lendemain, lui, il a arrêté, en fait, par dégoût, en fait, de la vente. Mais toi, t'as des vendeurs qui t'ont raconté des choses qui leur ont plu ou qui leur ont moins plu sur République, tu vois, des choses particulières au niveau du respect, tu vois, du gérant par rapport. Disons que c'est clair que
toutes les personnes qui ont été vendeurs chez moi, toutes les personnes, David Margerin, Sylvain, celui que je t'ai parlé, Christian, toutes ces personnes-là, et même tous les clients, j'avais une façon de faire qui était totalement différente du reste. Ouais. C'est-à-dire pour les... Et donc cette façon... Vas-y. Ah bah, j'étais ami avec les clients, c'était mes amis. Les clients étaient mes amis. D'accord. Et quand ils avaient la même mentalité que moi, c'est-à-dire mentalité fun, jeux vidéo à fond, parce que moi j'étais un fou de jeux vidéo. À l'époque, et donc voilà, tous ces gens-là qui avaient la même passion que moi, je retransmettais cette passion-là aux gens, et ça faisait que justement cette passion-là, on la voyait chez moi. Donc voilà, c'était pas la passion de vendre. C'est pas la même chose. T'as un jeu, tu le vends le jeu, ok, c'est pas la même passion que dire voilà, ce jeu-là il est top, putain il déchire, le graphique, on parlait comme ça à l'époque, c'était vraiment voilà. Et ça il est génial, mais vas-y prends-le, tu vas adorer. Et les gens revenaient en disant putain t'avais trop raison, c'était génial. C'était ça le contact. Mais... Voilà, c'était pas du style. Oui, bonjour, voilà, vous avez le jeu, bon chic, bon genre, les bobos, voilà, tout va bien, oui, bien sûr, oui. Attendons, ne touchez pas les vitrines, après on est obligé de les nettoyer. Non, c'était pas ça. Les mecs étaient scotchés aux vitrines. Il manquait plus que la langue. Non, mais ça, j'ai vécu, c'est pour ça que je rigole, parce que j'ai vécu ça. Tu vois, le vendeur, il te regarde, il attend le moment où tu vas te cogner la tête contre la vitrine et que ça va exploser. Tu sais, il attend que ça. Ça nous arrivait, hein. Ça nous arrivait plusieurs fois où des mecs qui se cognent la tête. Ou des mecs, ils sont tellement, regarde, on voit les vitrines, ils sont tellement subjugués par les jeux, ils sont tellement dedans qu'à un moment donné, ils veulent prendre le jeu, ok, et ils oubliaient qu'il y avait la vitrine. Et ils mettent la main, d'accord. Des trucs comme ça, quoi. Enfin, bon, en tout cas. Vas-y. On ouvrait aussi, par exemple, les vitrines. On ouvrait les vitrines et les clients qui étaient tout le temps là et qui revenaient, carrément, on se prenait pas la tête. On ouvrait la vitrine, on leur laissait la vitrine ouverte. Ouais, d'accord. C'était ça, quoi. C'était vraiment la confiance, voilà, avec le client. Et il y a un client qui nous disait, oui, voilà, j'ai ce jeu-là que j'aimerais bien que tu me réserves s'il arrive. Et ben, on prenait le numéro de téléphone, on gardait le jeu et on l'appelait. Écoute, ton jeu-là, il est là. Et on le mettait pas en vitrine. Après, par exemple, des gens, ils venaient, on avait encore tout le stock de jeux qui était derrière. On était en train de les blister parce qu'on les remettait sous blist avec la blisteuse là. Et tout de suite, il y avait les clients, ils venaient même derrière le comptoir pour regarder les jeux qui venaient d'arriver, quoi. D'accord. C'était des passionnés. C'était vraiment des passionnés. Et les mêmes clients, j'en avais quelques-uns comme Johnny, par exemple, que j'adore, que je n'ai plus de nouvelles. J'espère Johnny, si tu m'écoutes, écris-moi. Et donc, j'espère en tout cas que Johnny, il achetait de l'import au Japon et lui-même venait avec ces imports-là. Il avait sa propre vitrine dans le magasin. Ah, incroyable. Tu lui faisais sa vitrine à lui? Ouais. Il avait la propre vitrine dans le magasin et lui, il prenait tant et moi, je prenais tant sur la vente. D'accord. Et lui-même amenait des jeux, mais des jeux de malade. C'est lui qui m'a obtenu l'Astro Boy. C'est lui qui m'a obtenu le King of Fighter 2000. Il en a eu 5 King of Fighter 2000 sur Neo Geo. Ouais, c'est ça, voilà. C'est ça. Et j'en ai acheté qu'un. Je regrette, hein. Ça, tu sais, faut pas regretter parce que tu l'as pris déjà parce que t'étais fan. Je pense que le mec est spéculateur. Il l'achète même pas à l'époque parce qu'il croit pas que dans 30 ans ça va coûter tant. Il n'y croit pas. Celui-là, on avait déjà des infos comme quoi il allait coûter parce qu'il y en avait que 100, ouais. Ah ouais, il y en avait que 100. C'est quand on te dit, ce jeu-là, il y en a que 100 et il a été signé à l'intérieur par le mec de Neofrix. D'accord. Ouais, de Neofrix. Tu dis, waouh, et le mec est chez lui, il a fermé la boîte de Neo Geo. Neo Geo Frix, il a fermé. Et chez lui, il signe et lui-même recompacte les boîtes et met lui-même les étiquettes. Et lui, il envoie tout ça, les 100 jeux, partout dans le monde pour honorer les commandes des 100 clients. C'est fort, hein. C'est une histoire très forte, hein. Non, mais c'est vrai, j'avoue. Mais est-ce que tu as des gens qui préféraient acheter avec l'import officiel français, l'histoire de Sodipeng avec les boîtes Neo Geo américaines, tu sais? À l'époque, les gens ils préféraient prendre du Jap ou de l'américain en Néo? Alors, j'avais les deux clients. J'avais les clients qui étaient collectionneurs. Ceux qui étaient collectionneurs, ils voulaient prendre du Jap. D'accord.
Voilà. Ou ceux qui étaient vraiment puristes, ils voulaient prendre du Jap. Ouais. Ils étaient même, regarde un exemple, il y avait, je sais pas moi, Secret of Mana, il était sorti en français Ouais. et il était sorti en Jap. Ouais. Ok. Et ben les mecs, ils préféraient mieux le prendre en Jap que le prendre en français. D'accord. D'accord. Tu vois. Donc et après, il y avait l'inverse. Il y avait ceux qui, non, le Jap, je comprends pas, je prends que du français, quoi. Ouais, ouais. Et donc il y avait les deux. Ouais, ouais. Il y avait les deux. Mais c'est vrai qu'à l'époque, comme je te dis, les gens ne collectionnaient pas trop. Ils avaient peut-être 15 jeux, 10 jeux, 20 jeux, mais c'était pas ce qu'on appelle collection. C'est-à-dire, ils pensaient toujours les revendre pour en acheter d'autres ou les échanger pour en acheter d'autres. Ils pensaient pas dans l'optique, je vais les garder pour les avoir jusqu'à la fin de ma vie. Toujours. Ils pensaient pas ça. Ouais. Ouais, non, mais je suis d'accord avec ça. En plus, le chiffre, il est correct parce que je me souviens avoir entre 15 et 20 jeux chez moi à l'époque sur une petite bibliothèque où tu avais des bouquins et puis au-dessus, tu avais les jeux comme ça alignés. Je devais avoir, peut-être 10 ou 15 jeux Super NES. Il y avait du Jap. Alors, Fatal Fury Special, nous, entre potes, Fatal Fury Special Super Famicom, c'était le jeu de combat. Voilà, on pouvait pas avoir Neo Geo. Ce jeu-là. Et en plus, il est joli, hein, sur Super Famicom, mais elle est super belle, la boîte. Il est super beau. Et puis, donc après, voilà, Final Fight 2, j'ai un pote à moi qui l'a acheté chez toi, et tu vois, je t'ai envoyé un message en off, en te disant, il est arrivé chez nous, il est arrivé chez nous, dans le groupe de potes, on était en train de jouer, il dit, j'ai pris Final Fight 2, et il me dit, c'est pas possible, c'est un faux, je l'ai payé 200 francs. Il y croyait pas, il m'a dit, c'est pas possible, il y a un truc. Et on regarde le jeu, tout ça, on pouvait pas ouvrir, savoir. Je dis non, mais il a l'air normal, il y a tout à l'intérieur, qu'est-ce que tu veux de plus? Et il me dit ouais, c'est bizarre et tout. Et les mecs de République, je me souviens à l'époque, les gérants, ils étaient ouf. Le jeu, il était à 690 francs dans leur vitrine. Nous, on les avait achetés à 60 francs. Ouais. Alors au début, on les a vendus à 299 parce qu'on en avait beaucoup. Alors on a essayé de récupérer, vu qu'on en avait acheté, je crois que c'est 5000. On s'est dit voilà, il faut vraiment les vendre. Écouler, donc, pendant que c'est le bon moment. Alors au début, on les a mis à un prix pour pas péter le prix comme ça à 99. On les a mis à 299, je crois un truc comme ça, ou 300 et quelques. Et après on les a descendus, mais vite fait. Et à la fin, c'est resté à 99 €, quoi. À 99 francs, excuse-moi, c'est des francs. À 99 francs. Ouais, mais il y a des jeux comme ça, hein, et sincèrement, tu vois, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas eu ce genre de prix parfois, alors qu'il se faisait beaucoup d'argent sur Voltaire, il n'y a pas eu ce genre de prix. Les seules fois où moi j'ai vu des prix intéressants, c'est chez Ultima Games, quand il y avait l'autre Olivier, qui avait la boutique, et qui justement bénéficiait de certaines astuces pour avoir les jeux, et des jeux PS2 qui venaient de sortir, et aux gens qui connaissaient, hein, ils les vendaient au prix de l'occasion. Les jeux PS2 qui venaient de sortir à la Fnac ou ailleurs, mais c'est parce qu'il connaissait, et puis il avait beaucoup de jeux. On sait pourquoi. C'est large. Ouais, on sait pourquoi, on dira pas, mais si les gens se renseignent, ils sauront. Mais sincèrement, tu vois, moi c'est ça que je regrette, c'est que t'avais beau venir dans la boutique depuis 5 ou 10 ans, des fois, sur Voltaire. L'histoire de Obi-Wan, pour moi, c'est Obi-Wan. Après, Jérémy, voilà, bon, il a ses façons de faire, mais il est jamais fidélisé un client, lui. Je vais te couper une seconde. Vas-y. Regarde, par exemple, ce que toi tu disais, nous, par exemple, quand il y avait une personne qui venait, on va dire, il venait avec 10 jeux identiques, neufs. Ouais. On supposait bien d'où ça venait. Ouais. Et alors on disait non, on peut pas te prendre ça. Ouais. C'est illégal, on peut pas te prendre ça. Faut les ouvrir. Donc la personne ressortait. Ouais. Bon, un autre jour, le même mec venait. Ouais, le même, c'est ça. Ouais, le même. Et le jeu, il avait retiré le cellophane et nous vendait le jeu encore avec l'étiquette collée. Hein. Ouais. Mais un jeu. Après, un autre jeu. Après, un autre jeu. Et à la fin, on s'est dit merde. Il y a alors plusieurs jeux comme ça, neufs, entre guillemets. Pour nous, on se prenait pas la tête. On se disait, ce jeu-là est neuf, il a pas de blist. Ok, on va pas commencer à faire la police non plus. On va le prendre, on va le remettre. Et on le remettait en vente en occasion. Ouais. Alors il y a des gens, ils prenaient le jeu, mais ils disent, oh putain, 45 €, tu sais, le jeu, au lieu de 60 €, et il est neuf. Et aux gens
qui venaient et qui étaient déjà clients chez nous depuis tout le temps, on leur disait, bah écoute, au lieu de prendre le jeu neuf, là, prends celui-là, c'est un jeu neuf aussi, et tu l'as moins cher. Ouais. Bah, ouais. Voilà. Mais bon. Des petits détails comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que, voilà, après, on n'est pas là. Mais c'est vrai que si on commence à élaborer et on commence à regarder, un mec qui nous ramène un jeu neuf qu'il a jamais joué, ça peut être beaucoup de raisons. Oui. Mais c'est vrai que la raison la plus logique, normalement, ça serait celle-là. Ouais. Est-ce que tu as eu l'excuse de. On me l'a offert à mon anniversaire, j'en veux pas. Oui, bah attends, j'ai eu tout. Hein. On me l'a offert à moi et à mon frère. Alors, deux jeux neufs, c'est retirer le blister et tout. Ouais. En tout cas, ils savaient qu'il fallait retirer le blister et les mecs, ils retiraient le blister et ils essayaient, quoi, tu vois. Ouais, je vois très bien. Ouais. Mais et au niveau des consoles, à quel moment vous avez arrêté, par exemple, d'importer de la PC Engine ou d'aller chercher des consoles au Japon? Moi, j'ai toujours importé. Toi, toujours, ouais. Même, tu m'as dit, jusqu'en 2003, tout ça. En 2003, j'ai toujours importé. J'ai même eu de la Master, de la NES. Même je me souviens d'une personne qui est venue m'a dit, putain, t'es le seul magasin qui fait de la Master. Bah, Mark III, tu veux dire carrément aussi? Ouais, tout. Ouais. Tout. J'ai même eu des jeux Amstrad. Ouais, Amstrad. Alors, t'imagines, je faisais tout. Tout. Mais les jeux, j'ai même eu des jeux Game & Watch. Ouais. Bah, les Game & Je Watch. faisais Vas-y. Je faisais de tout. Ouais. Moi, je me prenais pas la tête. Je me dis, tout ce que les gens veulent racheter, comme je t'ai dit, comme j'avais fait la grosse erreur de pas racheter, entre guillemets, ce qu'on appelle les merdes à l'époque, et ben, je me suis dit, je vais tout racheter maintenant. Je vais tout racheter. Ouais. Et je vais mettre et je verrai si ça part ou pas. Je pense qu'il y aura toujours un client, vu la masse de clients qui venaient, il y aura toujours une personne qui va dire, oh putain, ça c'est bien. C'est vrai. Et bingo, et j'ai gagné mon pari. Ouais. Et en fin de compte, on avait des vitrines d'import à fond. On a fait de la NEC. Tu sais, on a fait quand même un magasin au 13 rue des Écoles. On était au 15. Hein. Ouais. On a ouvert un magasin au 13 rue des Écoles spécialisé Neo Geo et NEC. Ouais, je m'en souviens. Et PC. Spécialisé Neo Geo, NEC et PC. Ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont fait un magasin qu'avec trois systèmes. Neo Geo, PC. Et NEC. NEC, on était blindés de jeux NEC. Ouais, je m'en souviens très bien. Et tu sais la réalité du truc. À l'époque, les vendeurs, c'était Lim et comment il s'appelle? Ah, l'autre, comment il s'appelle? Zinedine. D'accord. Comme Zidane, mais c'est pas Zidane. Zinedine et Lim. Ouais, mais tu sais peut-être tu le sais, mais la réalité en fait des gamins de 15 ans ou 14 ans à l'époque, la PC Engine, on n'y comprend rien, on sait pas comment ça marche. Donc notre génération, la mienne, on n'a jamais regardé de près parce qu'on n'y comprenait rien. T'ouvres un magazine, Super Graphics, Core Graphics, prise antenne, RCA, composite, RGB, on comprend rien, CD-ROM, il y a un jour il y a un CD-ROM, tu sais pas pourquoi. Non, on n'a jamais eu envie en fait d'en acheter une, on comprenait rien et nous ça nous venait pas à l'esprit de nous séparer de notre Super Famicom pour avoir une PC Engine et d'avoir des jeux. Bah écoute, la notice c'est en japonais, les jeux c'est en japonais, il n'y a pas d'anglais, il n'y a rien. C'est vrai. On comprenait rien. C'est vrai, bah c'était ce qu'on appelait import pur. Ah ouais. Ça c'était vraiment l'import à fond quoi. Ouais. Après tu avais l'import de la Super Nintendo, donc Super Famicom. Ouais. Et tu avais tout ça. Mais l'import, on va dire vraiment des gens de 50 ans ou de 48, 50 ans, c'était vraiment ça quoi. C'était PC Engine. C'était le number one. Ah ouais. PC Engine parce que c'est là c'est vraiment ce qu'il y a. Bah oui, parce que souviens-toi qu'à l'époque c'était la Master et la NES. Oui. Ouais, c'est ça qu'il faut remettre dans le contexte. PC Engine, c'était le top quoi. C'était la différence quoi. Tu vois, avec New Zealand Story, avec Parasol Star, je sais pas, avec les 1941, 42, 43, tout ça. Les Bomberman, sur PC Engine, par rapport à la NES et par rapport à la tu vois, ce qu'ils pouvaient créer sur la Master, je crois pas qu'il y en ait. Mais bon, tu vois, par rapport à ça, par rapport à la Game Boy. PC Engine, c'était bestial avec le kangourou, avec tout ça, tu vois. C'était un truc de malade. Bah, ils l'ont fait sur Amiga, je crois, Bomberman, il y en a un sur Amiga. Oui, genre Dynabuster, tout ça, dans ce style-là. Ouais. C'est Bomber, ça s'appelle Bomber. Bomber, tout ça. Si j'ai bonne mémoire. Sur Amiga,
On voit un mec genre Cosmonaute. Ouais. Et après, je sais pas si ça marche. Bah, après, ça a été copié, et les gens, ils se les échangeaient. T'as eu beaucoup de ventes, toi, sur... Est-ce que tu faisais de l'Amiga et de l'Atari ST encore quand t'as ouvert la boutique PC informatique? Non, ça j'ai arrêté après. Ouais, non. Ouais. L'Amiga et l'Atari ST, quand j'ai ouvert la boutique, j'ai fait vraiment de la NES, j'ai fait de la Super Famicom et de la Neo Geo. Au 44 rue de Malte, dans celle qui faisait l'Angle, le premier magasin Stock Games, où j'étais vendeur, là, je n'étais pas associé. Donc à ce moment-là, on a vraiment basé à fond sur la Neo Geo. Hein. On était vraiment, Neo Geo, c'était à fond. Hein. C'était, on jouait tous les soirs à Art of Fighting 1. Hein. D'ailleurs, Stéphane, c'était le maître de Art of Fighting 1. Et toi, c'est sur le 2 que tu maîtrisais, toi, c'est ça? Moi, c'est sur le 2, ouais. Sur le 2, j'ai gagné une fois Stéphane on était dans la boutique. On a commencé à parler. Je leur ai dit, hein, Stéphane a commencé à dire, je suis le meilleur à Art of Fighting 2. Je sais pas si tu veux, on fait une partie devant tout le monde. C'est une des rares fois où je l'ai gagné. Et c'était devant tout le monde. Et, mais il était bon, hein. Stéphane était très très bon à Art of Fighting. Ah ouais. Le 1, il était imbattable. Dans le 1, il était imbattable. J'arrivais pas à le battre dans le 1. Par contre, dans le 2, j'arrivais à le battre de temps en temps. Le 2, c'était par rapport à quoi que t'étais meilleur en fait? C'est que le jeu était plus simple. Nous, on mettait en 130 déjà. La vitesse, on mettait 130. Tu sais, parce que tu peux monter sur le 2, la vitesse. Ouais. Donc on mettait à 130 de vitesse. Et le 2 était beaucoup plus complet que le 1. Et donc on a commencé à jouer, mais tous les jours, 1 heure et demie minimum, tous les jours. Et après on s'est mis aussi à Bomberman et tout ça. Et tous les jours on jouait, on était vraiment. Après, je sais pas si tu te rends compte, on se tapait de 10h du matin jusqu'à 7h du soir. Après 7h du soir, on fermait, on était à moitié fermé au niveau du rideau. Les gens rentraient quand même, hein. Et j'ai pas pu venir avant, j'ai terminé mon boulot ou quoi que ce soit. Et on dit vas-y, allez, tu rentres. Et nous on avait toutes les vitrines ouvertes. Hein. Quand les gens rentraient quand même, ils continuaient à acheter, même après 7h du soir. Et je continuais à faire les ventes même comme ça. Et après tout ça, donc il devait peut-être être 8h, et de 8 jusqu'à grosso modo 9h30, 10h, on jouait. On continuait à jouer dans le magasin. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans un système de jeu à fond, quoi. Et on n'était pas là jusqu'à j'en ai marre à 7h je me cache. Non, on restait là et le magasin était encore ouvert jusqu'à 10h du soir. Mais nous on préférait aussi éviter les heures de les heures de fréquentation dans le métro, là, les heures pleines. On préférait partir un peu plus tard quand tous les gens à 19h s'étaient barrés, tu vois, en banlieue, et repartir avec les métros de 20h30 ou 21h des fois, tu vois, se casser. Mais tu vois, nous c'était plus Winning Eleven, ISS 98 sur la 64. Ah putain, mais ça, les tournois, les matchs dans les boutiques, c'était... ça devait être sympa, ça. C'était vraiment bien. Hein. Mais même après, FIFA 98 pour la Coupe du Monde 98 aussi, tu vois. Tiens, un autre détail aussi, par exemple. Tu sais, après, par exemple, quand on faisait un bon samedi, ça, Christian, il me l'a souvent dit, quand on faisait un bon samedi, je faisais, allez hop, j'invite tout le monde. J'invitais tous les vendeurs, on était 8 quand même vendeurs au 15. Et à côté, plus 2, c'est-à-dire Lim et Zinedine. Et donc c'était 10 plus Stéphane, ça faisait 11. Donc on était 11 personnes. J'invitais tout le monde à bouffer. D'accord. Et en plus cinéma. Bouffe et cinéma. Voilà. T'as été voir Blair Witch et tout ça là. Tout. Par contre, ceux qui, par exemple, quand on allait au Jap, je me souviens d'une anecdote, on allait au Jap, j'invitais avec des menus, ok, et celui qui voulait par exemple 2 brochettes en rab, lui, il se les payait par contre. J'invitais le menu, mais si tu voulais 2 brochettes en rab, vas-y, tu les payes. Tu sais, j'ai pas commencé à payer aussi les brochettes en rab. Mais il y en a qui disent, allez, je vais claquer parce qu'elles sont trop bonnes, les brochettes. On allait à un restaurant japonais qui se trouvait Paris 14e. À Montparnasse. D'accord, vers Montparnasse. Et il y avait une autre boutique là-bas à Montparnasse, là. C'était quoi, là? C'était de boutique. Oui, c'était Micromania, non? C'est pas Micro. Ah non, Boulevard de Rennes. Il y avait Micromania, c'est peut-être Micromania, mais je crois qu'il y avait un indépendant là-bas vers Montparnasse, je m'en souviens plus. Oui, il y avait un petit indépendant, que j'ai vu après, mais il était petit, bon, il est pas. Il a pas duré. Il est resté tout seul, quoi.
Mais C'était très dur. Hein, à l'époque, tu sais, on dit oui, l'Eldorado du jeu vidéo. Beaucoup de personnes m'ont dit, ouais, t'as été au meilleur moment, quand on gagnait encore de l'argent à l'époque. ouais. Oui, c'est vrai. Mm. Mais c'était pas non plus facile. Hein. Bah, on a vu que c'est pas grâce au neuf en tout cas que tu gagnais de l'argent. Ah non, le Non. 9, on n'a jamais rien gagné avec le 9. Ouais, c'était un produit d'appel, on va dire quoi, un peu, voilà, Grosso modo, ouais. un peu. C'était un produit que tu devais vendre parce qu'il fallait quand même vendre du neuf. Mm. Mais si on aurait pu s'en passer, on se serait bien passé. Hein. Ouais, bah Mais ouais. ouais, moi je préférais mieux. Après, à un moment donné, vendre à fond de l'occasion, faire des échanges, Ouais. voilà, et avoir un maximum Mm. on va dire de choix dans l'occasion, Diversité, bien sûr. Ouais, ouais. un maximum de diversité dans Mm. l'occasion, et avoir des titres vraiment géniaux, Ouais. ainsi qu'avoir plein de booze. Et Mm. voilà. Et moi, par exemple, pendant que d'autres pleuraient, par Ouais. exemple, lorsqu'ils devaient baisser le prix, Mm. moi, par exemple, quand j'avais pris 15 jeux, Mm. 15 jeux, que j'avais 15 jeux, et que je baissais le prix, parce que justement, je faisais comme ça. J'achète, j'en ai rien à foutre, j'achète. Ouais, ouais. Et quand j'en avais, par exemple, 15, 20, et que je décidais de descendre le prix, je dis, c'est parce que j'ai acheté plein de jeux, Ouais. et que j'ai pondéré au fur et à mesure le prix du rachat, Mm. que je peux maintenant descendre ce Mm. prix-là. Mm. Parce que si j'en avais qu'un ou deux, j'aurais jamais descendu le prix du jeu. Ouais. Alors on faisait des offres au niveau de prix, au niveau des quantités. Moi j'ai réussi enfin j'ai vendu du Final Fantasy VII Ouais. sur Play 1 Ouais. à 10 euros. D'accord. 10 euros. Ok. Tu vois le truc? Ouais, bah ouais, j'essaye d'imaginer, mais c'est compliqué. C'est comme il paraît que le PCFX, il y avait le patron de chez Ultima qui était à rue de Turin, je crois. Il avait pris du PCFX et il a dû brader ça à un moment donné autour d'une centaine de francs, il paraît. T'as connu cette histoire aussi? C'est Bah il y en a eu. J'ai connu d'autres histoires comme ça, ouais, mais ouais. oui j'en ai connu Parce que aussi. Ouais. Des mecs qui avaient acheté des consoles et ça n'a pas marché, ils ont dû commencer à brader, ou des mecs qui avaient. ouais, Mais là, regarde, une console de ouf, ouais, la Nomade. ouais, ouais, ouais. Vous en avez eu? Je sais plus. Ouais, j'en ai eu. Ouais. Ouais, À Beaugrenelle, il y avait un magasin, je sais plus qui c'était, ouais, qui avait un magasin là qui était connu, tu sais, dans le mhm, quartier de la Tour Eiffel et tout ça là. ouais, Et le mec, il avait acheté plein de nomades. ouais. Et le mec, après, il a commencé à brader les nomades. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal, ça, parce qu'aujourd'hui, c'est rare, aujourd'hui, là. Ah bah, non, c'est rare. Hein. Ah là là. C'est pour ça. Et même pareil, tu sais, par exemple, Le la Jaguar? Jaguar CD. Ouais, La Jaguar CD vendue à 149 $. ouais. Ah bah, c'est donné, hein. C'est le prix de la Hein. manette. Donc, C'est le prix aujourd'hui. alors, ah oui, mais il y en a plein qui l'ont pas fait. Ouais, Parce qu'on s'est dit, oui, la Jaguar, c'est mort. ouais. Et elle avait commencé à être bradée aussi, Hmm. la Ouais, Jaguar. ouais, ouais, ouais. Et après, comme elle était déjà bradée, la Jaguar, lorsque le Hmm. Jaguar CD est sorti, Hmm. à quoi ça servait acheter le Jaguar CD? Ouais, Puisque la Jaguar normale était en train d'être bradée. C'est ouais, pour ça que maintenant ça vaut la peau des fesses, ouais. les Jaguar CD, parce que je crois qu'il y en a eu 10 000. Et Hmm. après, soi-disant, il y en a eu 10 000 de plus qui ont été refaites, mais c'est pas sûr. Ouais, Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu 10 000 fabriqués de ouais. Jaguar CD. Hmm. Donc il n'y a pas plus dans le monde. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais, ouais. C'est Et- pareil que les graveurs de Nintendo 64. ouais, C'est le Docteur 64, il y en a eu ouais. 10 000 aussi. 10 000, ah ouais, c'est pas beaucoup, ouais. Tu sais, le Mega CD1 aussi, en France, à l'importation, ça a été un four total. Tu connais l'histoire de Sega France qui a envoyé au port du Havre, depuis le Japon, enfin, Sega Japon a envoyé en France des Mega CD1 pour le marché français à la sortie, avec Ouais, des transformateurs pour l'Angleterre. Donc oui. toutes les consoles sont reparties en Angleterre et la France n'a pas une Mega CD1 pratiquement. C'est un truc de dingue, ça. On avait beaucoup de transfos qui étaient anglais. Hein. Ouais, La Nomade, par exemple, le marché de la Nomade, c'était des transfos anglais, ouais. Et vous vendiez pas, mais l'adaptateur, avec de la prise anglaise. Là. il fallait prévenir les gens qu'il fallait, voilà. C'est simple. En France, il y a beaucoup de consoles, on n'avait pas suffisamment de consoles. Ouais, Alors, on était obligé d'acheter enfin, les grossistes achetaient dans le marché anglais, où ouais, il y avait plus de consoles apparemment là-bas. ouais, Et donc, on arrivait à avoir des consoles européennes ouais. avec la prise anglaise. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc après, il suffisait simplement d'avoir un adaptateur, tu mettais Ouais, l'adaptateur et ça fonctionnait quoi. ouais, On en a vendu beaucoup des consoles avec la prise ouais. anglaise là, avec la grosse prise Ouais, toute moche là. ouais. Mais je me souviens en avoir vu à la Fnac. J'étais à la Fnac, par exemple, du côté de. Attends, c'était non, le BHV. C'était au BHV sur Paris, bah, bazar de l'hôtel de ville à Paris, là.
il y avait des Neo Geo et il y avait des. C'était quoi? Alors Neo Geo en effet, avec Sodipeng je pense, ou des choses comme ça. Et il y avait de la PC Engine, et il y avait également, tu sais, bah, le Mega CD avec des transfos anglais. Et c'était marqué, il y avait un gros stickers, attention, vous devrez. Enfin, qu'est-ce qu'il y avait marqué? Il y avait marqué un truc du genre. Considérer que voilà, la console n'est pas adaptée au voltage européen, au français, tout ça. Enfin, il y Et le avait un. 32X aussi, c'était pareil. Ouais. 32X, c'était pareil. Ah ouais, mais c'était. Bon, Et sincèrement, il y avait beaucoup, de consoles et d'accessoires consoles, on va ouais, dire, enfin ouais, de la donne. ouais, Je sais pas comment on pourrait dire ça, comme le 32X et tout ouais, ça, qui, qui était à fond avec tout ce qui était anglais, quoi, enfin, ouais, qui venait d'Angleterre, quoi. ouais, ouais. Mais tu vois, il y a des gens aujourd'hui qui s'intéressent justement à ces vieilles consoles avec ces logos Sodipeng en import. Et pourtant, la console, elle a été modifiée en 50 Hz pour certaines. Et sincèrement, je me vois pas jouer à une Neo Geo en 50 Hz ni à une PC Engine en 50 Hz. C'est dommage que les gens ils préfèrent pas les consoles d'origine avec la sortie d'origine, la fréquence d'origine. Vous les modifiez les PC Engine à l'époque aussi ou pour le. Non, Non, jamais, le RGB, non. tout ça. Non, les premières consoles qu'on a vraiment commencé à mettre les puces et tout ça, c'était la Play 1. Ouais, ouais, c'était facile en fait. Après la modification de la Super Nintendo et tout ça, non, on n'avait pas fait. Enfin, moi personnellement, Ouais, je le faisais pas. ouais, À ouais, Justion, on le faisait pas. On a fait par contre beaucoup de Play 1. ouais, Play 1, on a fait beaucoup. Play 2, on a fait beaucoup aussi. Play 3, on a fait aussi. Mais c'était surtout Play 1. Play 1, mm, c'était vraiment ce qui a libéré un petit peu la copie, on va dire, ouais, en utilisant la console d'origine. ouais. Bah, la Parce Play. qu'après, ouais. Vas-y, Non, vas-y, vas-y. Non, je disais Bah, non. la Super NES, Allez, pardon. vas-y, j'ai plus rien. Pardon. La Super NES, le problème, c'est que les Switch, ils sont pas performants, je trouve, au niveau de la structure. La structure, si je te vois si je te montre les Switch de la Super NES faits après les années 2000 et les Switch faits avant 96, c'est un monde d'écart. Et tu te demandes en fait comment ça se fait que des consoles marchent plus aujourd'hui, mais tu peux comprendre, il y a peut-être une raison avec les Switch d'époque. Je sais pas si toi t'avais eu des échos autour justement de consoles qui avaient pu avoir des composants qui avaient rendu l'âme à cause des Switch faits sur Republic à l'époque sur Super NES. Parce que si je te montre la structure à l'intérieur de ce qui a été fait, mon Dieu. Non, Moi, j'en ai une comme ça, hein, et ouais, elle fonctionne. ouais, t'en as une, ouais. Et Ouais, bah, la Super Famicom que j'ai, elle fonctionne nickel. ah, c'est une Super Famicom pour le Switch PAL, tu veux dire? Ouais, ouais. D'accord. Nous, c'est l'inverse. On avait des consoles PAL pour mettre le 60 Hz en fait. Donc peut-être que. Bah, de toute façon, même la Mega Drive, par exemple, il suffit simplement de couper Ouais, une on va section. dire, c'est sur les trois lignes là, et Ouais, fallait en couper une, et ensuite tu faisais simplement des fils, ouais, et ça faisait on-off d'un ouais. côté ou d'un autre, quoi. Ah, c'était hyper Hmm. simple alors sur Mega Drive. Ah ouais. Ouais, sur Mega Drive, c'était Ah super ouais. facile. Ouais. Mais tu vois la J'ai mienne. une console Mega Drive japonais Ouais. switchée. D'accord. Ah d'accord. Bah moi j'ai tout laissé d'origine. J'ai deux Mega Drive. Alors j'ai une Mega Drive de série 1 qui est sortie au tout début du lancement en France. Et j'en ai une deuxième. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai parlé de ça à des potes. La deuxième série qu'ils ont faite de la Mega Drive est plus lourde que la première série. T'as remarqué des différences de poids, toi? Oui, Ouais, tout le temps. tout le Sur temps? la Neo Geo, c'est pareil. Sur la Ouais, Neo Geo, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont la Heavy. Ce qu'on appelle la Heavy, ouais, c'est celle qui pèse, ouais, avec une carte graphique qui était externe à la ouais, carte graphique d'origine. Bah, d'accord. moi, j'en ai une comme ça. C'était super balèze. J'ai dû en avoir peut-être deux ou trois Ouais, dans le magasin, dans toute l'histoire de Stock Games. ouais, Ensuite, il y a aussi pareil sur le modèle Atari 2006, ce que ouais, je t'avais dit. ouais, Le premier modèle Atari 2006, il était extrêmement lourd. ouais, Celle avec les 6 boutons. ouais, C'était le modèle Heavy. ouais, Et pareil, et après, ils ont fait plus léger. ouais, Ils ont changé quelques composants, ils ont changé quelques trucs, quoi. ouais, Mais ça s'est fait sur quelques consoles, mais pas ouais, beaucoup, hein. pas C'est beaucoup, ouais. pas Ouais. généralement la console elle démarrait d'origine, et après quand ils changeaient Hmm, et qu'ils voulaient la faire différente, ouais, par exemple la Play 2 Slim, ouais, ou tu vois ouais, la ouais, Play 1 avec la PS1, ils ouais, changeaient un petit peu le concept. ouais, 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 c'est ça. Aussi derrière sur Mega Drive, si j'ai Ouais, bonne mémoire,
c'est que à un moment donné, derrière, au niveau de l'alimentation, Ouais. au niveau de la barre de l'alimentation, la fin de Ouais, la fin de la Mega Drive, il y avait une partie en fer. Ouais, ouais, ouais. Et après, cette partie en fer, ils l'ont éliminée. D'accord. Ils ont plus mis de fer. D'accord. Ce qui fait que ça a allégé. Pareil pour la Aussi. Super Nintendo. Hein. Aussi. La Super Nintendo, il y avait une partie à Ouais. l'époque où tu sais, c'était, elle était Recouvert. protégée, Ouais. recouverte, et après il y a une autre partie où elle est plus recouverte. Ouais. Bah, c'est celle-là. Moi, j'ai pas la toute première. Et d'ailleurs, les premières sont one chip, où t'as une meilleure image, soi-disant aussi. Tu sais, t'as connu cette histoire? Sur la Super Famicom. Ouais. Où t'as une meilleure Oui, c'est image. celle que j'ai. Ouais. Celle que j'ai qui est switchée, Mm. c'est la One Chip. C'est la première génération de la Famicom. Ouais. Pareil pour la Neo Geo. Ouais. La Neo Geo, tu sais qu'après, à un moment Ouais. donné, ils voulaient limiter le sang. Ils voulaient pas guer le sang, alors ils ont mis le sang en verre. Ouais. Voilà. Ouais. Et plein de trucs comme ça, quoi. Et il y a eu quelques petits changements. Ouais. Moi, j'ai une Neo Geo, par exemple. C'est la modèle là, qui pèse. Mm. Lorsque je mets mon King of Fighter, Ouais. et ben, il détecte comme si c'était du MVS. C'est Ah pas ouais. du MVS. Ah ouais. Et quand je les mets sur les autres consoles, ça détecte, c'est normal, quoi. Mais quand je la mets sur et pourtant c'est un original à 100%. Hein. Ouais. Mais quand je le mets sur celle-ci, ça détecte comme quoi c'est une copie. Par exemple, il y a d'autres jeux c'est bizarre. Mm. Tu mets le jeu de Neo Geo Mm. et au lieu d'avoir genre 0-0 et toi tu mets tu sais, tu joues, Ouais. et ben t'as directement genre 3 parties, 4 parties. D'accord. Ça n'a pas ça. Tu vois, directement ça démarre comme ça, des trucs bizarres, quoi, Ah sur ouais. Neo. Ah, j'avais pas vu. Ouais. Et je sais qu'en effet, ouais, ils ont également changé les composants graphiques de la sortie vidéo de la Neo, et t'as une moins bonne image. Exactement. C'est C'est pour ça que moi j'ai la version Eevee qui en plus elle est piratée aussi avec système MVS. Ouais. C'est pour jouer avec des jeux de console normales comme si c'était système MVS. Ouais. Et derrière il y a ce que toi tu dis là justement, elle est plus lourde parce que les composants par exemple graphiques et tout Ouais. ça, c'était inclus différemment comme une sorte d'annexe. Ouais. Donc il y a pas qu'une seule plaque Ouais. comme il y C'est a dans pas les une autres. one chip, Il y a ouais. une plaque Ouais. et une autre plaque au-dessus. Ouais. Ouais, je vois très bien. Ouais. J'étais étonné. Et moi, d'ailleurs, comme toi, je pensais que celle qui était plus lourde au début de la Mega Drive, c'était la première. En fait, j'ai vérifié les numéros de série. Bah, c'était l'inverse. Mais bon, après, c'est étonnant. Normalement, les gens, ils font dans le... Après, peut-être que ça leur coûtait moins cher de faire justement des composants différents avec différentes plaques. Je sais pas. Ben, ils ont trouvé. Après, ces gars, tu me diras, ils sont pas dans l'économie, hein, parce que le 32X, Non, tout ça, les mecs. Bah, ils auraient dû arrêter de développer. Tu sais, ils ont voulu améliorer parce que les autres commençaient à mettre en avant les autres consoles. Ouais. Et eux, ils ont voulu améliorer la console en mettant du 32X. Ouais. Mais ça n'a pas marché. Ils auraient dû faire directement une autre console. Ils auraient dû laisser tranquillement la Mega Drive et refaire une autre console à côté. Mais ça, apparemment, ça leur coûtait très cher et ça coûtait moins cher sans doute de faire une 32X que de refaire toute une console, tu vois. Et c'est pour ça que ça n'a pas marché, quoi. Ouais. Mais il y a la Neptune, c'était une console, tu sais, qui devait sortir avec le 32X intégré à la Mega Drive. Et il y a l'ancien PDG de Sega, Tom Kalinske, qui parle de ça. Il était en conflit avec le président de Sega Japon. Et lui, il avait des idées vraiment novatrices pour Sega, alors que l'autre voulait garder à chaque fois un accessoire pour apporter à la console d'origine. Et c'était une erreur, il le savait. Et à un moment donné, si tu veux, bon, voilà, ça a implosé avec l'arrivée de la Saturn en plus. T'en as vendu beaucoup, toi, des Saturn avant la PS1? Les gens, ils ont adhéré quand même, ça va? Ouais, ça va. La Saturn, ça allait quand même. C'était une console quand même qui se vendait bien, ouais. La Saturn. Par exemple, celle qui s'est pas du tout vendue, c'est la Pimpy d'Apple. Ouais. On sait pas ce que c'est. Pour nous, Français, Pimpy, voilà, ça a une connotation scato. Voilà, on sait pas, c'est bizarre. Ouais. Bah, Pimpy, ça s'est pas vendu, hein. Non, pas du tout. Hein. Bon. Le nom est pas bon, la forme, les jeux, tout ça. Et la Nvidia non plus. C'est la Bandai là. La Bandai. La console de Bandai, oui, il y avait DBZ dessus là, c'est ça? Voilà, exactement, celle qui était couleur lilas là. Ouais. J'en ai une. Ouais. Et celle-ci, par exemple, c'est pas Nvidia. Je crois que c'est Nvidia comme la marque. Je peux pas te dire. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Et celle-ci, elle s'est pas vendue. D'autres qui se sont pas vendues du tout. Par exemple, celle de Panasonic, la GameCube de Panasonic,
Celle-ci, elle s'est pas vendue. Tu vois, la Mirror, ce qu'on appelait à l'époque la Mirror. Ouais. La Mirror, elle s'est pas du tout vendue parce qu'on dirait un miroir devant. Ouais. Et celle-ci, elle s'est pas vendue du tout. Et en gros, ce qui se vendait bien, c'était ce qui était officiel, en général. Ouais. Dès que c'était pas officiel et que c'était un truc, il y avait que quelques acheteurs, mais pas beaucoup d'acheteurs, quoi. Ouais. Alors c'est pour ça qu'avoir, par exemple, une Panasonic aujourd'hui avec sa boîte et tout, c'est balèze. Ouais. 1500 € elle vale, hein. Ouais. Tu vois, pareil, le DD de Nintendo de Super Nintendo, celui-là, il est super aussi, il est super difficile à trouver aussi. Ouais. Ah ouais.